Donc, nous parlons aujourd'hui de la dernière partie du texte, au moins telle que nous le possédons, c'est-à-dire ce que Spinoza appelle la seconde partie de la méthode, qui commence au paragraphe 91 de l'édition Coeuré et qui continue jusqu'au paragraphe 110, où elle s'interrompt. Je cite le début du paragraphe 91, qui est l'introduction. Et maintenant, pour que nous arrivions enfin à la seconde partie de cette méthode, je vais d'abord exposer notre but, primo nostrum scopum. Vous vous souvenez qu'il utilisait en alternance ce terme avec finis dans le prologue. Je vais d'abord exposer notre but dans cette méthode, puis les moyens de l'atteindre. Et ensuite viennent quelques lignes dans lesquelles Spinoza va dire deux choses. Alors il ne faut pas se tromper, ce n'est pas d'abord le but, ensuite les moyens. En réalité, la fin du paragraphe 91 définit les deux aspects du but, et les moyens, c'est ce qui va commencer au paragraphe 92. Donc, le but, donc, est, alors, sous-entendu, premièrement, ou est d'abord. Vous pouvez insérer un d'abord dans le texte, même s'il n'y est pas. Le but est d'abord d'avoir des idées claires et distinctes, c'est-à-dire des idées qui proviennent de l'esprit pur et non de mouvements fortuits du corps. Puis, deinde, donc deuxième partie du but, afin que toutes les idées soient ramenées à une seule, nous nous efforcerons de les enchaîner et de les ordonner d'une façon telle que notre esprit, autant qu'il peut le faire, reproduise objectivement la structure réelle de la nature, en sa totalité et en ses parties. Donc le but que Spinoza indique pour cette seconde partie de la méthode est bien double. D'une part, avoir des idées claires et distinctes, reprise du lexique cartésien dont on a vu que Spinoza faisait un usage assez libre. Qu'est-ce qui fait que des idées sont claires et distinctes? C'est ce qui les oppose aux idées confuses qui viennent de la fiction ou de l'imagination. Les idées claires et distinctes, elles proviennent ex puramente, que Coeuré traduit de l'esprit pur. J'attire votre attention sur cette expression ex puramente. La pura mens, l'esprit pur, c'est quelque chose, c'est une notion qui n'apparaît pas très souvent dans les textes de Spinoza, mais quand elle apparaît, c'est toujours à un endroit tout à fait stratégique. Dans le traité théologique politique, la pura mens, c'est la façon dont le Christ communique avec Dieu. Alors que les prophètes communiquent par des images, le Christ communique avec Dieu puramente. On retrouve ici cette opposition entre les images et la pura mens. Donc, les idées claires et distinctes, c'est celles qui viennent ex puramente, traduction sans image. Par opposition aux autres idées, celles qui ne sont pas claires et distinctes, celles qui peuvent nous tromper, et celles-là, elles viennent de mouvements fortuits du corps. Insistons sur le ex fortuitis motibus. Fortuit, ça veut bien dire dans l'ordre des rencontres des corps. Autrement dit, il y a bien deux ordres différents. L'ordre interne de la pura mens, qui donne les idées claires et distinctes, et l'ordre externe par lequel notre corps rencontre les autres corps. Alors, il faut bien s'entendre sur le terme fortuit. Il n'est pas fortuit du tout, en ce sens que, bien entendu, il y a des raisons qui font que notre corps rencontre le corps de Pierre, le corps de Paul, ou une balle perdue, ou un tableau, ou la perception du soleil, ou ce que vous voudrez. Mais toutes ces déterminations sont des déterminations qui sont extérieures à nous. Donc, de notre point de vue à nous, elles sont fortuites. Donc on retrouve la distinction qui anime le traité depuis le début entre l'ordre du, qui est l'ordre interne, et l'ordre extérieur, qui est pour nous fortuit, même s'il a ses causes. Donc, premier versant du but, avoir des idées claires et distinctes. On pourrait dire rapidement qui viennent de l'esprit, non pas du corps, à condition de ne pas entendre cette expression venir du corps d'une façon causale. Mais, encore une fois, Spinoza, ici, ne s'intéresse pas à l'explication des rapports de causalité ou de non-causalité entre les attributs. Ça n'est pas son problème, très la forme de l'entendement. Donc, il s'autorise
des expressions qui, un cartésien, par exemple, ou un hobbesien, pourrait faire penser à une interaction entre l'esprit et le corps. Simplement, ce n'est pas ça qui est en question ici. Maintenant, Deinde, ensuite, deuxième versant du but, afin que toutes les idées soient ramenées à une seule, nous efforcerons de les enchaîner et de les ordonner. Concatenare et ordinare. Donc la deuxième question, ça n'est plus celle des idées prises individuellement, c'est celle de leur ordre et de leur enchaînement, leur concaténation. Or, enchaîner les idées, c'est les ramener à une seule, ce qui ne veut pas dire les confondre, mais les ramener chacune à celle qui en est la source, et donc ramener l'ensemble de l'enchaînement à l'idée unique qui est la source de toutes les autres. Ce qui, sans le dire ici explicitement, mais on le retrouve un peu plus loin, renvoie à l'idée de l'être qui est à l'origine de toute la nature et dont l'idée est à l'origine de toutes les idées. Donc, notre but, c'est 1, des idées claires et distinctes, 2, l'enchaînement de ces idées qui les ramènent à l'idée originaire. Alors, comment doit se comprendre cette concatenatio ? Spinoza reprend ce qu'il a déjà dit un certain nombre de fois, en s'appuyant toujours sur cette distinction que maintenant nous connaissons bien entre le formel et l'objectif, d'une façon telle que notre esprit, ut mens nostra, dans la mesure du possible, referat objective formalitatem naturae. Donc, qu'il reproduise de façon objective, c'est-à-dire qu'il reproduise en tant que perception, en tant que connaissance, la formalité de la nature. Ce que Coiret traduit par la structure réelle. Autrement dit, il y a un enchaînement réel des causes dans la nature, et si notre esprit procède bien, ces idées s'enchaîneront de la même façon que cet enchaînement réel. Donc l'enchaînement objectif dans notre esprit reproduira l'enchaînement formel dans la nature. Alors, dans ce qui nous reste du traité, Spinoza va aborder successivement ces deux questions. Paragraphes 92 à 98, première question. Paragraphe 99, suivant, deuxième question. On ne se rend pas bien compte dans l'édition de Coiret parce qu'il traduit mal, mais regardez, le début, paragraphe 92. Quod primum. Là, Coiret traduit bien. En ce qui concerne le premier point, c'est-à-dire avoir des idées claires distinctes. Donc, ce quod primum, idées claires et distinctes, ça commence par le paragraphe 92 et ça continue jusqu'au paragraphe 98. Quant au paragraphe 99, qui amorce le deuxième moment, il commence par quod ordinem. Donc, et quant à l'ordre, donc c'est bien ça. Première question, les idées claires. Deuxième question, la question de l'ordre. Alors, évidemment, comme Coiret traduit par conformément à l'ordre, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Il faudrait traduire par un terme qui soit parallèle au premier. Donc, il a traduit d'abord en ce qui concerne le premier point. Là, il faut traduire en ce qui concerne le deuxième point, la question de l'ordre. Donc, Spinoza se tient absolument au plan qu'il a annoncé. Comme toujours dans le traité, sa démarche est extrêmement rigoureuse du point de vue de l'exposition. Il n'y a pas de difficulté quant au plan. Les difficultés, s'il y en a, viennent d'ailleurs. Premier point, comment avoir des idées claires et distinctes, c'est-à-dire des idées qui viennent pour amenter. En fait, on va s'appuyer sur ce qui a été dit dans la première partie de la méthode, notamment à propos de la façon d'éviter les fictions. En ce qui concerne le premier point, notre fin dernière exige, ainsi que nous l'avons déjà rapporté, que l'objet soit conçu soit par sa seule essence, soit par sa cause prochaine. C'était ce qui était dit pour les fictions, pour les idées vraies dans leur position aux fictions. Donc il y a deux sortes de choses, je rappelle, celles qui dépendent d'une autre cause, celles qui ne dépendent que d'elles-mêmes. Celles qui dépendent d'une autre cause, les connaître de façon claire et distincte, c'est connaître la cause qui les engendre, d'où la définition génétique, on a vu ça un certain nombre de fois déjà. Et celles qui ne dépendent pas d'une autre cause, c'est les connaître par leur essence. Ainsi, si la chose existe en soi, ou, comme on le dit vulgairement,
est cause de soi, elle devra être comprise par son essence même. Alors, remarquez que pour la première fois dans le traité, Spinoza utilise l'expression que d'habitude les commentateurs lui attribuent de causa sui. C'est la seule fois où l'expression de causa sui apparaît ici. Elle réapparaîtra au début de l'éthique. Mais ce qui est à noter, c'est que quelle que soit son importance dans l'éthique, ici, elle apparaît non seulement très tardivement, mais elle n'est pas donnée par Spinoza comme étant un concept spécifiquement spinoziste. C'est un concept ut vulgo dicitur, comme on dit habituellement, comme dit le vulgaire, comme on dit couramment. Il ne le présente pas du tout comme un concept à lui, mais comme au contraire quelque chose qu'il emprunte à un lexique étranger. Et même pas au lexique. Alors on pourrait dire oui, ça se trouve chez Descartes, mais le vulgo laisse entendre qu'à ses yeux, ça n'est pas le lexique propre d'un philosophe, que ce soit Descartes ou un autre, c'est plutôt quelque chose qui est tombé dans le domaine public. C'est rentré dans le lexique scolaire commun. Remarquez qu'il a la même attitude, par exemple, à l'égard des expressions natura naturans et natura naturata. Toutes ces expressions, ça fait partie des expressions, et on pourrait en dire autant aussi de Deus iu natura. Ça fait partie des expressions qu'en général, on croit reconnaître le spinozisme, alors qu'en réalité, Spinoza les utilise comme si c'était des expressions toutes faites qu'il pouvait emprunter à la tradition. Bien sûr, il leur donne un sens différent, peut-être. Il incurve, en fonction de son propre système, le sens que la tradition leur donnait, mais lui, il n'a pas du tout l'impression d'avoir créé ces expressions. Et en outre, il ne les utilise pas très souvent. Visiblement, pour lui, l'expression spinoziste, c'est la chose existe en soi. Et causa sui n'en est qu'une traduction en langage commun. Donc, si la chose existe en soi, il faut connaître son essence. Si elle n'existe pas en soi, mais qu'elle a besoin d'autre cause pour exister, elle devra être comprise par sa cause prochaine. Donc, remarquez bien que si Spinoza tenait à donner un sens fort ici à l'idée de causa sui, il n'y aurait plus de distinction à faire. S'il mettait l'accent sur causa sui, à ce moment-là, les deux variantes seraient toutes les deux ramenées à l'idée expliquer la chose par sa cause. Simplement, dans un cas, la cause serait la chose elle-même, et dans l'autre, la cause serait une chose extérieure. Or, visiblement, au moins à ce point de son itinéraire, il ne donne pas à causa sui un sens fort, c'est que pour lui, dans causa sui, on entend pas réellement cause. Et c'est pour ça qu'il préfère l'expression par sa seule essence. Donc, l'extension de la causalité, l'extension universelle de la causalité que permettra ultérieurement l'introduction du terme technique de causa sui n'est pas présente ici. Alors, il ne va pas en dire tellement plus sur ces deux catégories, il y reviendra ensuite, mais ce contre quoi il met le lecteur en garde tout de suite, c'est, comme il l'a déjà fait plusieurs fois, la question de l'abstraction. Donc, paragraphe 93. Par conséquent, tant qu'il s'agira de l'investigation de la réalité, il ne nous sera jamais permis d'inférer quelque chose de notions abstraites, et nous devrons avoir grand soin de ne pas confondre les choses qui ne sont que dans l'entendement avec celles qui sont dans la réalité. Alors, qu'est-ce que c'est que les choses qui ne sont que dans l'entendement? Là, il ne s'agit pas de fiction au sens des métamorphoses divines, choses comme ça. Les choses qui ne sont que dans l'entendement, ce sont des choses que l'entendement des idées que l'entendement a fabriquées, il dira un peu plus loin, à partir d'autres idées. C'est-à-dire des idées qui ne correspondent pas à des êtres réels et qui pourtant ne sont peut-être pas faux pour autant. Ce sont tout simplement des instruments idéels, ce que la tradition philosophique appelle des êtres de raison. Bien entendu, dans être de raison, ce n'est pas le mot raison qu'il faut entendre. On n'insiste pas sur la caractère rationnel. Raison s'oppose à in re. Ils sont dans la raison et non pas dans le réel. Donc, des êtres de raison, Spinoza en connaît au moins deux types. Un type qu'il utilise beaucoup positivement, ce sont les êtres géométriques. Les objets des mathématiques sont des êtres de raison. On ne rencontre pas de cercle parfait dans la nature.
Mais ce sont des êtres de raison qui ont un intérêt particulier, c'est qu'ils nous permettent de réfléchir en quelque sorte de façon expérimentale sur les processus de notre raisonnement. D'où le fait que d'un bout à l'autre du traité, Spinoza, qui dit qu'il faut se méfier des êtres de raison, va utiliser néanmoins ceux-là comme exemple privilégié. Ça renvoie au statut tout à fait étonnant des mathématiques chez Spinoza, où à la fois leurs objets ne sont pas des objets réels, mais en même temps ce sont des objets dont nous avons une connaissance plus rigoureuse au départ que nous n'avons des objets réels. Ça renvoie aussi au fait contextuel qu'au moment où Spinoza écrit, les mathématiques sont une science beaucoup plus rigoureuse que la physique. Et qu'on va avoir l'impression qu'on ne rendra la physique rigoureuse qu'en la mathématisant. Donc il y a ça comme horizon derrière cette attitude de Spinoza à l'égard de cet être de raison. Mais l'autre type d'être de raison, ce sont les universalia, les universaux abstraits. Alors ça peut être les genres et les espèces de la scolastique, mais ça pourrait être aussi d'autres variantes. Or Spinoza, comme pratiquement tous les philosophes du XVIIe siècle, insiste sur le fait que ces êtres-là n'existent pas, ils n'ont pas d'existence dans la réalité. L'homme en général, le cheval en général n'existe pas. Ce qui existe, c'est tel homme singulier, tel cheval singulier. Donc ici, le danger qui est noté, ce n'est pas un danger du côté des mathématiques, c'est un danger du côté des universaux. Les universaux ne nous donnent jamais la définition de quelque chose. Ils ne nous donnent jamais la définition d'un être singulier. Alors, bien entendu, ça a l'air de périmer la définition de type aristotélicien qui procède justement par indication du genre et de la différence spécifique. Mais d'un autre côté, on pourrait dire que les aristotéliciens n'ont jamais prétendu définir les singuliers. Les êtres singuliers échappant traditionnellement à la définition. Le problème pour Spinoza, c'est qu'entre le refus de la définition du singulier et la vanité de l'explication des universaux, il ne reste plus de place pour l'abstraction. Donc pour lui, la conclusion la meilleure, l'inférence la meilleure, ça sera celle qui ira d'une essence particulière à une autre essence particulière. Car, dit-il, c'est la dernière phrase du paragraphe 93, des seuls axiomes universels, l'entendement ne peut descendre aux choses singulières, puisque les axiomes s'étendent à une infinité de choses et ne terminent pas l'entendement à contempler une chose singulière plutôt qu'une autre. C'est pourquoi, pour suivre correctement l'invention, il faut former les pensées en partant de quelques définitions données, ce qui se poursuivra d'autant plus heureusement et facilement que nous aurons mieux défini une chose quelconque. Donc, le problème, c'est de définir une chose singulière, et de cette chose singulière, d'arriver à la définition d'une autre, puis d'une autre, puis d'une autre, ainsi de suite. Aussi, le point principal de toute cette seconde partie de la méthode se rapporte-t-il exclusivement à la connaissance des conditions d'une bonne définition, aussi qu'au moyen, alors il y a un contresens dans Querré, c'est pas moyen de la trouver, c'est de les trouver. Je n'ai pas trouvé la définition, mais trouver les conditions de la définition. Et as, c'est non pas et âme. Alors, on va se retrouver pour définir les conditions de la bonne définition dans la disjonction qui avait été introduite précédemment entre les choses dont l'existence suit immédiatement de leur essence et les choses dont l'existence dépend d'autre chose. Donc, la causa sui d'un côté et ce qu'il appelle d'un terme traditionnel les créatures de l'autre. Bien entendu, par créature, il ne faut pas penser du tout que Spinoza introduit une théorie de la création, il utilise simplement le terme courant pour désigner les choses dont l'essence n'implique pas l'existence, donc qui doivent leur existence à une autre chose, donc dont on ne pourra comprendre l'existence qu'en les insérant dans l'ordre
commun de la nature. Donc, je lis. La définition, pour être dite parfaite, devra révéler l'essence intime de la chose, et nous aurons soin de ne pas mettre des propres à la place de cette essence. Alors, la distinction entre l'essentia et les propria, entre l'essence et les propres, c'est une distinction traditionnelle là aussi. Spinoza lui a fait jouer un rôle particulier dans le court traité. Ici, dans le traité de la l'entendement, c'est la première fois qu'on la voit apparaître comme telle. Et en fait, elle va immédiatement être traduite en termes mathématiques, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'un côté la définition d'un objet mathématique et de l'autre les principales propriétés remarquables que l'on tire de cette définition. Donc l'important, c'est de ne pas confondre des choses, des caractéristiques qui certes appartiennent à la chose, mais ne sont pas définitionnelles. Donc, ils sont des conséquences de la définition et non pas sa définition elle-même. Il ne faut pas les confondre avec la définition qui, elle, nous donne son essence. Et bien entendu, pour Spinoza, la définition qui donne l'essence, c'est la définition génétique. Donc, dans l'ensemble des caractères que nous trouverons sur une chose, dans une chose, il y a au moins l'un de ces caractères qui est la façon dont elle est produite. Et c'est ça qu'on devra insérer dans sa définition. Et les autres, qui n'indiquent pas comment elle est produite, mais qui sont une conséquence de sa production, eh bien là, ce sont des propriétés, et donc on devra les déduire de la définition génétique. Alors Spinoza, pour nous faire comprendre, va nous donner un exemple. Et précisément, après nous avoir dit un peu plus haut qu'il ne fallait pas utiliser ces êtres de raison qui sont des termes abstraits, il va prendre un exemple dans l'autre catégorie des êtres de raison, c'est-à-dire dans la mathématique. Et il le souligne. Pour expliquer cela, j'alléguerai seulement l'exemple d'une chose abstraite. Donc, ce qu'il a dit qu'il ne fallait pas faire. À savoir du cercle. Si le cercle est défini comme une certaine figure dans laquelle les lignes menées du centre à la circonférence sont égales, donc l'égalité des rayons, qui est effectivement une propriété du cercle, il n'est personne à ne pas voir qu'une telle définition ne révèle aucunement l'essence du cercle, mais seulement une certaine propriété de celui-ci. Donc, si je dis tous les rayons d'un cercle sont égaux, premièrement, je dis quelque chose d'incontestablement vrai, mais deuxièmement, ça ne m'apprend pas ce qu'est un cercle. Donc, ça ne peut pas être sa définition. Alors, pourquoi ça n'apprend pas ce qu'est un cercle? Parce que je ne sais pas, à partir de cette caractéristique, comment le cercle a été produit. Alors, en revanche, si je dis que j'ai produit le cercle en faisant tourner un rayon autour du centre, en faisant tourner un segment autour d'un des points extrémités du segment, le segment devant le rayon et le point extrémité devant le centre, à ce moment-là, je sais comment le cercle a été produit. Et puisque je sais qu'il a été produit ainsi, évidemment, je pourrais en déduire que tous les rayons sont égaux. Donc, de la définition génétique, je peux tirer les propriétés, alors que l'inverse n'est pas vrai. Donc, si le cercle est défini être une certaine figure dans laquelle les lignes menées du centre de circonférence sont égales, il n'est personne à ne pas voir qu'une telle définition ne révèle aucunement l'essence du cercle, mais seulement une certaine propriété de celui-ci. Alors, il prend la peine de dire, lorsqu'il s'agit de figures et de tous les autres êtres de raison, cela a peu d'importance. C'est-à-dire qu'un mathématicien pourra éventuellement considérer ces deux caractéristiques comme équivalentes. Mais cela en a par contre beaucoup lorsqu'il s'agit de choses physiques et réelles. C'est qu'en effet, on ne comprend pas les propriétés des choses tant qu'on ignore leurs essences. Si nous les négligeons, nous pervertirons nécessairement l'enchaînement de l'entendement qui doit reproduire la nature. Autrement dit, l'exemple mathématique nous fait comprendre la différence entre définition génétique et propriété, mais en ce qui concerne cet exemple, il n'y a pas de danger proprement dit. En revanche, en ce qui concerne les êtres qui sont dans la réalité et pas seulement l'entendement, il y a un danger. Donc vous voyez le type d'exemplification que les mathématiques permettent à Spinoza, ça permet au fond de construire quelque chose comme une expérience mentale qui met en lumière les difficultés qu'on aura affrontées quand on construira la connaissance des choses réelles.
Alors, comment faire pour éviter ce défaut, c'est-à-dire la confusion des propres et des définitions? Il va donc énoncer maintenant ce qu'il appelle les conditions de définition, et bien entendu, puisqu'on n'avait pas unifié l'ensemble des objets d'étude sous la seule catégorie de causalité, malgré l'introduction du terme de causas oui, on va donc avoir deux séries de conditions différentes. Donc, d'abord, deux conditions qui concernent les choses créées, c'est-à-dire les êtres où l'existence ne se déduit pas immédiatement de l'essence, et ensuite quatre conditions qui concernent la chose incréée. Remarquez qu'au passage, Spinoza la donne au singulier, donc on sait maintenant que plutôt il fait comme si nous savions que les êtres, il disait au pluriel, où l'essence se confond avec l'existence, il n'y en a qu'un. Et là, il y aura quatre définitions. Donc, je vais les prendre une par une en même temps. Donc, à la première condition concernant les choses créées correspond symétriquement la première condition concernant la chose incréée. À la seconde condition concernant les choses créées correspond symétriquement la quatrième condition concernant la chose incréée. Donc 1, 1, 2, 4. Je verrai les deux conditions spécifiques ensuite. Donc, premièrement, du côté du créé, donc du côté des choses où l'essence est séparée de l'existence. S'il s'agit d'une chose créée, les définitions, comme nous l'avons dit, devra comprendre la cause prochaine. Et de nouveau, il repense à l'exemple géométrique. Ainsi, selon cette règle, le cercle devrait être défini comme suit. C'est une figure décrite par toute ligne dont une extrémité est fixe et l'autre mobile. Cette définition comprend clairement la cause prochaine. Donc, on a bien une définition génétique du cercle et non plus le répertoriage de propriétés. Et maintenant, on regarde paragraphe 97. Pour la définition de chose incréée, il faut, condition 1, qu'elle exclue toute cause, c'est-à-dire que pour son explication, son objet n'a besoin de rien d'autre que son être propre. Donc, ces deux premières définitions renvoient bien aux caractéristiques de ces deux choses, l'une par la cause, l'autre par son être propre. Bon, maintenant, je passe à la seconde et à la quatrième. Enfin, seconde dans un cas, quatrième dans l'autre. Donc, pour la chose créée, le concept ou la définition de la chose devra être tel que toutes ses propriétés, qu'on la vise seule ou jointe à d'autres, puissent en être déduites, comme on peut le voir de notre définition du cercle. Et 4 de l'autre côté. Et finalement, bien qu'il ne soit pas très nécessaire de le noter, il faut que sa définition découle toutes ses propriétés. Cela est d'ailleurs évident pour celui qui réfléchit avec soin. Autrement dit, dans les deux cas, de la définition qui est donnée, soit par la cause, soit par l'essence, devront pouvoir se déduire toutes les propriétés. Donc il n'y a pas de contingence des propriétés par rapport à la définition. Alors, revenons maintenant d'abord à l'explication qui suit la deuxième condition dans le cas des choses créées, c'est-à-dire la fin du paragraphe 96, après l'exemple mathématique. Or, que cela soit une condition nécessaire d'une définition, c'est-à-dire que cette définition permette de déduire toutes les propriétés, que cela soit une condition nécessaire de définition est à tel point évident en soi à celui qui s'y applique, il redira la même chose pour la 4 de l'autre, évident pour celui qui réfléchit avec soin, qu'il ne semble pas la peine de vouloir s'arrêter à ces démonstrations, ni non plus de montrer, à partir de cette seconde condition, que toute définition doit être affirmative. Je parle de l'affirmation intellectuelle, me souciant peu de la verbale. Celle-ci, à cause d'intelligence des mots, pourra parfois être expliquée négativement, bien qu'elle soit tendue de manière affirmative. Alors, on retrouve ici quelque chose qu'on avait trouvé à propos du langage, et qui était en fait une reprise cartésienne. À cause de la verborum penuria, de l'indigence des mots, terme que Spinoza utilise lui-même dans une lettre à propos de son propre usage du latin. Le langage n'arrive pas, il ne faut pas dire n'arrive pas à tout exprimer, puisque finalement il y arrive, mais n'arrive pas à tout exprimer de façon simple. N'arrive pas à tout exprimer de façon immédiate dans l'ordre qu'il faudrait.
eh bien, il peut arriver que le langage exprime de façon négative des choses qui sont affirmatives. On l'avait vu pour l'expression d'infini, par exemple. Mais il doit être clair que des termes négatifs ne peuvent pas jouer un rôle dans une définition. On ne peut pas définir un cercle en disant qu'il n'a pas telle caractéristique. Donc les essences dont on partira seront toujours des essences non seulement singulières, mais singulières et affirmatives. Simplement, dans le langage courant, il peut arriver qu'une essence singulière affirmative soit exprimée par un terme négatif. Il suffit de regarder le début de l'éthique, quand on dira que les attributs sont infinis, ou que Dieu est infini. Ce n'est pas du tout l'introduction d'une négation dans la définition, c'est l'introduction d'un terme négatif pour expliquer une propriété positive. Bon, je reviens maintenant aux deux conditions que je n'ai pas lues dans le paragraphe 97, c'est-à-dire celles qui ne semblent pas avoir de correspondant du côté, celles qui concernent la chose incréée et qui semblent ne pas avoir de correspondant du côté de la chose créée. Alors, condition numéro 2. Il faut que la définition de cette chose étant donnée, il ne reste aucune place à la question « existe-t-elle » Quelle est l'importance de cette condition? C'est celle qui permet de vérifier, en fait, que, en ce qui concerne la chose incréée, son essence implique son existence. Donc, pour le dire dans le langage de l'éthique, quand on aura défini Dieu, on n'aura plus besoin d'en démontrer l'existence. Vous vous souvenez que dans l'éthique, on verra des prochaines fois que dans l'éthique, Spinoza donne des démonstrations de l'existence de Dieu, mais après les avoir données, il dit que cette existence devrait être suffisamment claire pour quelqu'un qui s'y attachait avec attention. Troisièmement, que par rapport à l'esprit, elles ne contiennent pas de substantif qui puisse être adjectivé, c'est-à-dire qu'elles ne contiennent aucun terme abstrait. Qu'elles ne contiennent aucun terme abstrait, c'est vrai pour toutes les définitions, aussi bien celles des choses créées que celles des choses incréées. Ça avait déjà dit précédemment. Pourquoi est-ce que Spinoza y insiste particulièrement, bien que ce soit vrai aussi dans l'autre cas, pourquoi y insiste-t-il particulièrement dans ce cas-là? Tout simplement parce que les définitions usuelles que les théologiens donnent de Dieu, donc de la chose incréée, utilisent non pas ce que Spinoza reconnaît comme des attributs divins, l'étendue, la pensée et tous les autres que nous ne connaissons pas, mais des caractéristiques comme Dieu est bon, il est miséricordieux, il est parfait, etc., etc. Alors, aux yeux de Spinoza, dire que Dieu est bon et miséricordieux, c'est soit faux, soit métaphorique. Dire qu'il est parfait, ce n'est pas faux. Mais ça n'est pas en soi un terme de définition parce qu'on pourrait l'utiliser pour d'autres termes. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que Dieu est la bonté même ou la perfection même? Non, parce que, en fait, ce sont des substantifs qui peuvent être adjectivés, c'est-à-dire que ce sont des termes qui sont prêts à être transformés en qualificatifs abstraits que l'on pourrait prédiquer de différents sujets. Or, précisément, tout ce que Spinoza vient de dire dans la définition, c'est qu'on ne peut pas faire entrer dans une définition des choses qui sont communes à plusieurs sujets. Donc, l'ensemble des conditions de définition qui a été donné ici doit renvoyer, il le répète le paragraphe 98, à des essences particulières affirmatives. Il dit, en effet, plus une idée spéciale, plus aussi elle est distincte et par conséquent claire, d'où il suit que nous devons rechercher par-dessus tout la connaissance des particuliers. Là, il a dit tout ce qu'il avait à dire pour l'instant en ce qui concerne les conditions de définition. Il n'a pas encore dit comment on allait les produire. Et c'est ça qui posera un problème à la fin du texte. Au fond, on sait quelles erreurs on ne doit pas commettre quand on produit des définitions génétiques. Mais on n'en sait pas plus maintenant sur la façon de les produire. Et en réalité, pour les produire réellement, il va falloir passer du côté de la seconde question, quoad ordinem, c'est-à-dire du côté de l'ordre et de l'enchaînement. Donc nous passons maintenant, à partir du paragraphe 99, et jusqu'à la fin,
à la deuxième question, au deuxième moment de cette seconde partie de la méthode, comment construire un ordre des connaissances, comment enchaîner les idées d'une façon qui reproduise l'ordre de la nature. Alors, dans ce second moment, ou du moins dans ce qui nous en reste, Spinoza va procéder en 3 temps. Premier temps, il va revenir sur une affirmation qu'on a vue déjà un certain nombre de fois, souvent en fin de raisonnement dans le traité, mais qui maintenant va être mise au premier plan. Le meilleur moyen de construire un ordre qui soit l'ordre dû, c'est de le faire partir du bon point de départ. Et le bon point de départ, ça va être l'idée singulière qui aura le plus de force. Puisque une idée est d'autant plus claire et distincte qu'elle renvoie à une chose qui est une essence singulière affirmative, eh bien, il va falloir trouver l'idée qui a le plus de puissance singulière affirmative. Et ce sera l'idée de l'être le plus parfait d'où on pourra déduire les autres. C'est ça qui nous permettra de mettre en place la série des causes que l'on déduira de cette cause première. Mais une fois que Spinoza, dans ce premier temps, aura établi ce point, il va s'arrêter pour une longue digression qui est suggérée par le fait que l'expression série des causes est une expression ambiguë. Donc il va expliciter ce qu'il faut entendre par série des causes, et ça l'amènera à prendre position sur un point extrêmement important, mais que, hélas, il traite de façon elliptique, et qu'on retrouvera par exemple dans son livre sur les principes de la philosophie de Descartes, à savoir la question des auxilia, des instruments par lesquels nous connaissons. Et une fois cette question traitée, il va revenir à la question de l'enchaînement, à la question de l'ordre, et c'est ça qui nous amènera à la question, au problème de la définition de l'entendement sur lequel le texte va s'interrompre. Donc, 3 temps dans ce dernier moment, qu'il faut bien distinguer entre eux. Donc, premier temps, paragraphe 99. Donc, or, en ce qui concerne l'ordre, donc en ce qui concerne le deuxième versant du problème de la méthode, et pour que toutes nos perceptions soient ordonnées et unifiées, ordinatur et uniantur, donc vous voyez que Spinoza reprend le vocabulaire du paragraphe 91. Dans le paragraphe 91, il disait concatenare et ordinare. Donc ici, on retrouve ordo, ordinare, et un peu plus loin, on va retrouver concaténation. Donc il faut que, aussi rapidement que faire se peut que la raison exige, nous recherchions s'il y a un être, et aussi quel il est, qui soit la cause de toute chose, afin que son essence objective soit aussi la cause de toutes nos idées. Donc, il y a un être qui est la cause de toutes les choses, dans le domaine de la formalitas, du côté de la réalité, et l'essence objective de cet être, c'est-à-dire l'idée de son essence formelle. Je vous rappelle toujours cette distinction. L'idée de son essence formelle sera de même la cause de toutes nos idées. Ainsi, de même que toutes les choses du côté du réel s'enchaînent à partir de l'essence formelle de l'être le plus parfait, de même, l'ordre de nos idées reproduisant l'ordre des choses, l'ensemble de nos idées adéquates vont s'enchaîner à partir de l'idée de l'être le plus parfait, c'est-à-dire de l'essence objective qui correspond à cette essence formelle. Et alors notre esprit, ainsi que nous l'avons dit, reproduira de la nature d'une manière parfaite, car il en aura objectivement et l'essence, et l'ordre, et l'union. D'où nous pouvons voir qu'il nous est avant tout nécessaire de déduire toujours nos idées de choses physiques, c'est-à-dire d'êtres réels, sous-entendu, et non pas d'êtres abstraits, suivant la série des causes, d'un être réel à un autre être réel, et ceci de façon à ne point passer par les choses abstraites ou les universaux, ni en déduisant quelque chose de réel, ni en déduisant quelque chose de réel, ni en les déduisant de quelque chose de réel. L'un et l'autre interrompent en effet le véritable progrès de l'entendement. Donc le progressus de l'entendement, c'est donc la série des causes, plutôt des idées des causes, singulières affirmatives. Donc à aucun moment
je dois introduire dans cette série de causes des êtres abstraits ou des universaux. Donc ici, Spinoza, en quelque sorte, met en connexion les deux thèmes fondamentaux qui étaient apparus depuis son analyse, enfin le premier dès le prologue, le second depuis l'analyse des idées fausses, c'est-à-dire l'être parfait comme origine des êtres réels auquel correspond l'idée de l'être parfait comme origine des idées adéquates, et deuxièmement, la méfiance à l'égard des universaux aux êtres abstraits, et maintenant on sait pourquoi, c'est parce qu'il coupe la validité de la chaîne des idées adéquates. Bon, deuxièmement maintenant, deuxième temps, Spinoza a donc introduit l'idée de series causarum, la série des causes. Et à peine a-t-il prononcé cette expression qu'il attire l'attention du lecteur sur le fait que cette expression est ambiguë. Parce que la series causarum, il peut y en avoir deux. Il y a soit la série de ce qu'il appelle les choses fixes et éternelles, soit la série de ce qu'il appelle les choses singulières changeantes. Or, dit-il, ce qui nous intéresse, ce sont les choses fixes et éternelles et non pas les choses singulières changeantes. Alors ici, il faut être prudent en lisant le texte parce qu'une lecture rapide pourrait être source de contresens. En effet, on pourrait avoir l'impression d'une sorte tout d'un coup de platonisation du spinozisme, c'est-à-dire il y a d'un côté des choses éphémères qui ne nous intéressent pas, ce sont les choses singulières, et de l'autre, des choses fixes et éternelles. Mais d'abord, ce serait bien étonnant, puisque Spinoza vient de nous dire que ce qui nous intéresse, ce sont les choses singulières. Alors là, il a l'air de dire le contraire. La réponse est tout simplement, enfin le premier élément de la réponse, c'est simplement que il utilise le terme singulier à propos des choses changeantes, mais il ne dit pas que les choses fixes et éternelles ne sont pas singulières. Et la preuve, c'est qu'un peu plus loin, il dira explicitement qu'elles le sont. Donc, si on ne veut pas commettre de contresens, il faut bien lire la phrase de la façon suivante. Or, il faut noter que par la série des causes et des choses réelles, je n'entends pas ici la suite des choses singulières changeantes, mais seulement la série des choses singulières aussi, fixes et éternelles. Ça n'est pas l'idée de singularité qui distingue les deux séries. Les unes et les autres sont des choses singulières. Simplement, il y en a qui sont changeantes, il y en a d'autres qui sont fixes et éternelles. Et deuxième élément de la réponse, à propos des choses changeantes, il ne nous dit pas du tout qu'elles ne sont pas intéressantes. Au contraire, il va énoncer un peu plus loin comment il va falloir faire pour les connaître. Ce qu'il veut dire ici, c'est que, non pas à cause d'une sorte de faiblesse ontologique de leur part, mais à cause de notre faiblesse gnoséologique, on ne peut pas commencer par elle. Je lis. En effet, il serait impossible à la faiblesse humaine, l'imbecilitas, cette imbecilitas, on l'a déjà vu mentionner quand il fallait introduire la notion de perfection. Il serait impossible à la faiblesse humaine de suivre la série des choses singulières changeantes, autant par suite de leur multitude dépassant tout nombre, que par suite des circonstances infinies se rapportant à une seule et même chose, dont chacune peut être cause de l'existence ou de la non-existence de cette chose. Car leur existence n'a aucune connexion avec leur essence, ou comme nous l'avons déjà dit, n'est pas une vérité éternelle. Autrement dit, si j'essaye de comprendre, pour par exemple la tiens, pourquoi César a franchi le Rubicon, il peut y avoir des tas de causes qui font que César existait et non pas un autre homme, qui font qu'il s'est trouvé là et non pas un autre endroit, qui font que ses passions lui ont fait franchir le Rubicon et défier le Sénat romain et non pas obéir à l'ordre qui lui était donné, etc., etc. Et donc, si j'essaye d'expliquer ce fait tout seul, j'aurais le choix entre dire que c'est par courage qu'il a fait cela, que c'est par ambition, qu'il est obligé par état de ses troupes, etc., etc. C'est-à-dire, il y a une telle série, il y a une telle multiplicité de causes possibles que je ne peux pas commencer par la série de ces choses singulières changeantes. En revanche, je pourrais construire une théorie des passions parce que les passions s'appuient sur la structure du corps humain
et que les lois qui concernent le corps humain et son rapport avec l'imagination sont des lois fixes et éternelles. Ce ne sont pas des abstractions. Ce ne sont pas des universaux. Ils renvoient à une réalité physique qui est le corps humain. Donc, le retrait à l'égard des choses singulières changeantes n'est pas un retrait ontologique, mais un retrait épistémologique. On ne peut pas les étudier en premier. Alors, il faut continuer la lecture, parce que Spinoza a l'air de continuer dans son organisation. Il dit, mais à vrai dire, il ne vaut même pas la peine de comprendre la suite. Alors on se dit, si il ne vaut pas la peine de comprendre la suite, c'est vraiment qu'elles ne sont pas intéressantes. Il faut la phrase en entier. À vrai dire, il ne vaut même pas la peine de comprendre la suite, puisque les essences des choses singulières changeantes ne peuvent pas être déduites de la suite ou de l'ordre dans lequel elles existent, étant donné que celui-ci ne nous livre rien en dehors de déterminations extrinsèques, des relations ou tout au plus des circonstances. Et tout cela est bien loin de l'essence intime des choses. Donc quand il dit qu'il ça ne vaut pas la peine de comprendre les choses singulières changeantes, ce n'est pas dire que ça ne vaut absolument pas la peine. Ça veut dire que ça ne vaut pas la peine si on essaie de comprendre leur essence. C'est-à-dire que la raison pour laquelle César a franchi le Rubicon, ça ne nous apprend rien sur l'essence de César. Remarquez qu'on est ici dans une position totalement anti-leibnizienne. Il n'y a pas de rapport entre la notion complète de César et le fait qu'il a franchi le Rubicon, pour exprimer le problème spinoziste en termes leibniziens. Celle-ci, au contraire, à savoir l'essence intime des choses, ne doit être demandée qu'aux choses fixes et éternelles, en même temps qu'aux lois inscrites dans ces choses, comme dans leur vrai code, oui, c'est codex, lois selon lesquelles toutes les choses singulières se font et s'ordonnent. Autrement dit, ce qui nous permettra la connaissance des choses singulières changeantes, c'est non pas d'abord le noyau des relations entre leurs existences, mais les choses singulières, éternelles et fixes. C'est d'ailleurs ça qui va nous donner le principe de la mathématisation. C'est pour ça aussi qu'on pourra étudier les passions humaines ou les lois de l'État comme on étudie les lois mathématiques ou les lois physiques. Les mathématiques vont apparaître ici comme un moyen, au fond, de rendre intelligible le monde des choses singulières changeantes en les ramenant à l'essence des lois des choses singulières fixes et éternelles. Et donc de ne pas dire cet objet est en train de tomber, cet objet particulier changeant est en train de tomber, mais il tombe suivant une loi qui a été découverte par la physique et qui permet d'expliquer son mouvement. Donc toutes les raisons pour lesquelles il est tombé à tel ou tel moment précis ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, ce sont les lois réelles du mouvement, c'est-à-dire la chose singulière éternelle, qui est la loi de choc des corps ou la loi de la chute des corps. Aussi, ces choses fixes et éternelles, bien qu'elles soient singulières, donc vous voyez, Spinoza ici affirme clairement que les choses fixes et éternelles sont singulières. Il ne l'a pas dit tout de suite, mais il le dit maintenant. C'est ce qui m'autorisait à faire remonter l'adjectif un peu plus haut. Aussi, ces choses fixes et éternelles, bien qu'elles soient singulières, seront-elles néanmoins pour nous, à cause de leur omniprésence et de leur très grande puissance, comme des universaux. Alors, il faut souligner le comme, hein, ou comme des genres pour la définition des choses singulières changeantes, ainsi que cause prochaine de toutes choses. Donc, on résume, ce qu'on appelle habituellement des universaux, c'est-à-dire les êtres abstraits, il ne faut pas les utiliser. Ils ne nous apprennent rien. Ce qu'il faut étudier, ce sont les choses singulières fixes et éternelles, qui, elles, peuvent jouer le rôle que la tradition fait jouer aux universaux. Donc, on a trois objets ici en vue. Les universaux abstraits, les choses singulières fixes, éternelles, les choses singulières changeantes. On n'expliquera ni les choses fixes singulières, ni les choses changeantes singulières par les universaux abstraits. Ils n'expliquent rien. Les choses fixes éternelles s'expliquent par elles-mêmes, par l'intérieur de leur propre série.
Les choses singulières changeantes s'expliquent par les choses singulières fixes éternelles. Donc les choses fixes éternelles singulières viennent jouer dans la pensée de Spinoza le rôle que jouaient traditionnellement les universaux. D'où la formule tanquam universalia. Donc Spinoza ne se contredit pas, il n'est pas en train de réintroduire les universaux, il dit qu'ils sont comme des universaux, c'est-à-dire qu'ils viennent prendre leur place. Alors, tout ceci laisse de côté la question de savoir comment on connaîtra les unes et les autres, les choses singulières fixes et les choses singulières changeantes. Et c'est ici que, paragraphe 102-103, va s'introduire la notion des auxilia. Les aides adjuvants, les instruments. Si vous voulez. Alors, avant d'aborder la lecture du paragraphe, je précise ce que j'en tirais. Il y a deux sortes d'auxilia, va nous dire Spinoza, pour connaître les choses. Il y a des auxilia qui nous font connaître toutes les choses, c'est-à-dire aussi bien les choses fixes éternelles que les choses singulières changeantes. Et il y en a d'autres qui nous font connaître que les choses singulières changeantes. Mais ceux-là, on ne pourra les utiliser qu'une fois qu'on connaîtra les choses fixes éternelles. Donc, deux types d'instruments intellectuels. Ce qui va caractériser le second type par rapport au premier, c'est que le second concernera l'usage de nos sens. Donc, pour connaître les choses singulières changeantes, il faudra premièrement connaître les lois fixes éternelles et deuxièmement, l'usage de nos sens. Ça renvoie à l'exemple qu'on donne régulièrement, que j'ai déjà donné un certain nombre de fois. Pour savoir, pour rendre compte de nos perceptions, il faut à la fois savoir ce qu'est véritablement le soleil et pourquoi nos sens à nous transforment l'image du soleil de façon telle que nous voyons à 200 pas. Donc, je lis le texte. Mais puisqu'il en est ainsi, il semble que pouvoir parvenir à la connaissance de ces choses singulières changeantes reste néanmoins suffisamment difficile, car les concevoir toutes à la fois est une chose qui surpasse grandement les forces de l'entendement humain. Donc ça renvoie encore une fois à l'imbécilitas de l'entendement humain. Ce qui est s'entendre qu'un entendement infini pourrait les connaître tout à la fois. Or, l'ordre dans lequel une chose doit être comprise avant une autre ne doit pas, ainsi que nous l'avons dit, être demandé à la suite de leurs existences, ni même aux choses éternelles. Là, en effet, toutes ces choses sont par nature simultanées. D'où il suit qu'il faut nécessairement rechercher d'autres auxilia, en plus de ceux dont nous nous servons pour comprendre les choses éternelles et leurs lois. Donc il y a bien, premièrement, certains auxilia pour comprendre les choses éternelles et leurs lois, et ensuite d'autres auxilia supplémentaires pour comprendre les choses changeantes. Et après avoir dit ça, Spinoza ajoute, cependant, ce n'est pas le lieu ici d'en traiter, donc ça ne se rapporte pas au problème de la méthode, et cela ne vaut pas la peine de le faire. Alors encore une fois, il ne dit pas que ça ne vaut pas la peine du tout de le faire, il dit cela ne vaut pas la peine de le faire avant que nous ayons acquis une connaissance suffisante des choses éternelles, ainsi que de leurs lois infaillibles, et que nous soit connue la nature de nos sens. Donc il y aura bien trois moments dans la connaissance. Un, connaître les choses éternelles et leurs lois infaillibles. Remarquez en passant qu'on est passé de l'idée de choses éternelles à l'idée de loi des choses éternelles. Donc les choses éternelles, ce n'est pas tout à fait la même chose que l'être parfait. Ce n'est pas Dieu en tant que tel. C'est plutôt un système de lois. Et un système de lois qui sont infaillibles, donc qui ne sont pas changeantes. Une fois qu'on connaîtra ce système de lois, donc cette mathématisation de la nature, il faudra connaître la nature de nos sens. Et à ce moment-là, nous pourrons construire des auxilia qui tiennent compte à la fois du système de lois et de la nature de nos sens. Et avec ces auxilia, donc font ces auxilia, peut-on supposer, destinés à corriger les erreurs de nos sens ou les limites de nos sens. Avec ces auxilia, on pourra arriver à la connaissance des choses changeantes. Donc on peut penser, par exemple, que des instruments scientifiques comme le microscope, le télescope et autres, font partie de ces auxilia puisqu'ils servent à dépasser la limite de nos sens.
paragraphe 103, il sera temps, avant de nous porter à la connaissance des choses singulières, de traiter de ces adjuvants, qui tous, adjuvants c'est coirect auxilia, qui tous tendent à ce que nous sachions nous servir de nos sens et faire, suivant un ordre et des lois certaines, des expériences suffisantes pour déterminer la chose que nous étudions, afin d'en inférer enfin selon quelle loi des choses éternelles elle est faite, et en connaître la nature intime, ainsi que je montrerai en son lieu. Alors, on pourrait être étonné que l'idée d'experimentum, Coiré traduit à tort par expérience, il faudrait traduire par expérimentation. Au début du très fort entendement, on a vu le terme experientia, qui renvoyait à l'expérience usuelle. Ici, il s'agit très visiblement d'expériences construites, donc ce qu'on appellerait en français actuel les expérimentations. Et d'ailleurs, en latin, il dit experimenta. Et en général, dans le lexique de Spinoza, il me semble qu'à peu près tout le temps, il distingue entre experientia, qui est l'expérience usuelle, courante, et experimentum, qui est l'expérience construite. Donc, ce n'est pas très étonnant qu'on le trouve ici. Ce n'est pas un impact chez lui. Donc, si je comprends bien le paragraphe, ça veut dire qu'on ne construit pas d'experimenta pour connaître les lois des choses éternelles. On en construit pour connaître les lois des choses changeantes. Alors, si on veut avoir un exemple de cela, il faut regarder, par exemple, la correspondance entre Spinoza et Boyle à propos de la chimie. Plus exactement, puisque Boyle écrit en anglais et que Spinoza ne sait pas l'anglais, la correspondance à travers Oldenburg entre Spinoza et Boyle, où Boyle construit un certain nombre d'experimenta et où Oldenburg demande à Spinoza son avis sur eux. Or, il me paraît clair, quand on lit cette correspondance, que pour Spinoza, il y a un certain nombre de choses qui concernent les lois les plus générales de la nature qui n'ont pas besoin d'être expérimentées. Au fond, la simple connaissance mathématique nous donne la connaissance des lois de la nature et même d'un grand nombre de lois de la nature. Et ensuite, quand nous sommes face à un phénomène singulier, le problème, ça n'est pas pour nous d'inventer une loi de la nature, c'est de savoir laquelle des lois de la nature s'applique dans ce cas-là. Autrement dit, devant chaque phénomène singulier, devant chaque région du réel, la chimie, on pourrait dire en prenant l'ordre des principes de Descartes, les volcans, les sels, etc., quelle est celle des lois universelles de la nature qui s'applique face à cette région d'objets particulière? Et justement, là, il faut faire un experimentum pour trancher entre les lois possibles. Autrement dit, l'experimentum ne nous fait pas connaître la loi, nous en connaissons déjà suffisamment, il nous permet de trancher entre les différentes lois que nous pourrions appliquer à cet objet. Il y a donc une espèce de surabondance de la loi par rapport à l'objet singulier changeant. Alors, quels seront les auxilia qui concernent les choses fixes éternelles? Apparemment, pas des choses qui servent à l'expérimentation. Donc, on pourrait penser que ce que Spinoza appelle les auxilia sont d'une part les instruments naturels de l'intellect, d'autre part les instruments qu'il peut construire avec les instruments de l'intellect, suivant l'exemple qu'on avait vu un peu plus haut, c'est-à-dire des formes de raisonnement, ou peut-être les structures des mathématiques, des formes de démonstration, alors que la deuxième série des auxilia sera plutôt des choses qui renvoient à la disposition dans l'espace et dans le temps du rapport de notre corps avec les autres corps que nous étudions. Donc tout ce qui est de l'ordre de la mesure ou de l'élargissement d'expérience. Donc je dirais l'horloge, le télescope, le microscope, enfin tous les instruments, la balance, tous les instruments scientifiques. Donc au milieu de ce paragraphe 103 s'arrête la digression sur les auxilia et sur les deux séries de choses, objets de notre connaissance. Donc on va maintenant revenir à la question dont on s'était écarté un instant, c'est-à-dire comment construire le bon enchaînement, la bonne concatenatio, l'ordre correct de la connaissance des choses. Il le dit d'ailleurs explicitement, regarde la dernière phrase du paragraphe 103, et ici, pour revenir à notre objet,
je m'efforcerai seulement d'étudier les choses qui sont nécessaires, etc., etc. Donc, encore une fois, le plan de Spinoza est très clair, sa démarche est très claire. Là où nous avons parfois besoin de réfléchir, ce n'est pas pour comprendre son plan, c'est pour comprendre quels exemples il met sous telle affirmation. Encore que le traité est finalement rempli d'exemples, mais souvent il ne les répète pas ou il se contente d'y faire allusion. Donc, expliquer un texte du traité, c'est souvent aller chercher dans d'autres parties du traité l'exemple qui permet de comprendre ce qu'il est en train de dire à ce moment-là. Je crois que c'est ça la vraie difficulté d'explication de ce texte. Donc, paragraphe 104. Alors, pour parvenir à la connaissance des choses éternelles et former leur définition. Pour cela, il faut rappeler à la mémoire ce que nous avons dit plus haut, à savoir que là où l'esprit s'applique à quelque pensée, afin de l'examiner et en déduire en bon ordre ce qui légitimement doit en être déduit, il en découvrira la fausseté si cette pensée est fausse. Si par contre elle est vraie, alors, féliciter avec bonheur, alors avec sûreté, il va déduire des choses vraies sans interruption d'aucune sorte. Je dis que ceci est nécessaire pour notre objet, car nos pensées ne peuvent être déterminées par aucun autre fondement. Si donc nous voulons rechercher la chose qui est la première de toutes, il est nécessaire qu'il y ait quelques fondements qui dirigent nos pensées. Donc, on sait que lorsqu'on est tombé sur une idée vraie, d'une façon ou d'une autre, on pourra en déduire une série d'autres idées vraies. Le problème est donc de partir d'une idée vraie, et même de partir de l'idée la plus vraie possible, celle de l'être parfait dont on parlait tout à l'heure, celle de l'être origine de la nature. La question est évidemment du fait que, spontanément, nous ne partons pas de cette idée-là. Notre ordre est non pas l'ordre du, mais l'ordre des rencontres, l'ordre du fortuit. Donc, comment faire pour aller de l'ordre du fortuit à l'ordre du? Comment faire pour partir de n'importe quelle idée et rejoindre l'idée originaire? Réponse, il doit y avoir un fondement qui nous oriente vers cette idée première. Et ici, Spinoza va dire à la fois quelque chose qu'il dit depuis le début, mais qu'il va dire sous un autre angle. Il va reprendre la question de la méthode. Ensuite, puisque la méthode est la connaissance réflexive elle-même, ce fondement qui doit diriger notre pensée ne peut être rien d'autre que la connaissance de ce qui constitue la forme de la vérité, ainsi que la connaissance de l'entendement, de ses propriétés et de ses forces. En effet, lorsque nous l'aurons acquise, nous aurons le fondement ou principe d'où nous déduirons nos pensées, et la voie par laquelle l'entendement, dans la mesure de sa capacité, pourra parvenir à la connaissance des choses éternelles, c'est-à-dire en tenant compte des forces de l'entendement. Autrement dit, Spinoza ici rappelle ce qu'il dit depuis le début, c'est-à-dire que la méthode, c'est la connaissance réflexive elle-même, c'est-à-dire la connaissance de la connaissance. Donc, ce qu'on est en train de faire depuis pratiquement le début du traité, c'est de nous interroger sur l'essence et les propriétés de l'entendement. Oui, mais au début, ceci était présenté, ce regard sur la méthode était présenté d'un point de vue même méthodologique. Nous nous interrogeons sur la force et les propriétés de l'entendement afin de l'améliorer. Et tout d'un coup, le regard cesse d'être méthodologique. Nous nous rendons compte que étudier l'entendement, son essence et ses forces, ça ne sert pas simplement à améliorer l'entendement, ça nous donne le fondement même que nous cherchions. C'est-à-dire que ce qui était apparemment un moyen, ce qui était une aide dans notre progression, se révèle tout d'un coup le moteur de la progression. Autrement dit, l'étude de la différence entre l'idée vraie et la fiction, l'idée fausse, l'idée douteuse, a au fond fait passer au premier plan quelque chose qui n'était pas explicite au début, c'est-à-dire le caractère positif et affirmatif de l'idée vraie. Donc le fait que l'entendement produit nécessairement des idées vraies, tant qu'on ne l'interrompt pas avec les abstractions ou des fictions. Et du coup, alors qu'on était parti d'une idée au fond assez modeste, comment faire pour perfectionner l'entendement, on aboutit maintenant à une idée majeure. L'étude de l'entendement, c'est ça qui est
l'objet qui nous amène à l'être parfait. Alors, on pourrait penser à comparer ça au cogito cartésien, sauf que c'est très différent. C'est-à-dire, dans un cas, dans le cogito cartésien, on a douté de toute chose, le cogito a eu l'air de nous sauver du doute, et à partir de là, on va reconstruire une chaîne qui va nous amener à Dieu, au Dieu Véras, puis à la connaissance des essences et des existences. Ici, le problème n'est pas tout à fait le même. Ici, on se demande quelle est la bonne méthode. L'étude même de la méthode nous fait découvrir la puissance de notre entendement. Et cette puissance d'entendement nous fait réfléchir à la puissance de la pensée, qui est un trait de part en part positif et affirmatif. Du coup, on n'aura plus besoin de Dieu Véras. Même si l'être le plus parfait qu'on trouve à la fin du raisonnement, qu'on devrait trouver à la fin du raisonnement, c'est Dieu, Dieu n'est plus du tout là, n'est pas du tout là en termes de garantie ou de véracité. Il est là comme l'idée qui produit le maximum d'affirmation, parce que nous avons découvert que la force de la pensée est essentiellement affirmation. Paragraphe 106. Que s'il appartient à la nature de la pensée de former des idées vraies, ainsi qu'on l'a montré dans la première partie, il faut rechercher maintenant ce que nous entendons par force et puissance de l'entendement. Puisque la partie principale de notre méthode est de comprendre parfaitement les forces de l'entendement et sa nature, nous sommes nécessairement forcés de le déduire de la définition même de l'entendement et de la pensée. Donc, c'est la définition de l'entendement qui va nous faire progresser, mais ici arrive un problème qui a l'air de nous entraîner dans un cercle vicieux. On a énuméré précédemment les conditions des bonnes définitions, mais on n'a pas dit comment produire des définitions. Autrement dit, nous nous trouvons devant une sorte d'aporie qui est, pour continuer notre démarche, il nous faut définir l'entendement. Notre démarche nous amènera notamment à savoir comment produire de bonnes définitions. Mais pour définir l'entendement, nous avons besoin de savoir comment produire une bonne définition. Donc il y a bien quelque chose de circulaire dans le raisonnement. Spinoza le souligne lui-même, au fond, ou bien la nature de l'entendement est connue par elle-même, elle est claire par elle-même, et dans ce cas-là, effectivement, on n'a pas besoin de connaître, les conditions de production de la définition, ou bien elle n'est pas claire par elle-même, et dans ce cas-là, eh bien, jamais nous ne connaîtrons quelque chose. Puisque si la nature de l'entendement n'est pas claire par elle-même, nous ne pouvons pas définir l'entendement, nous ne pouvons pas définir l'entendement, nous ne saurons pas comment il fonctionne, donc nous ne saurons pas comment il produit une bonne définition, donc, et ainsi de suite. Alors, comment se tirer de ce cercle vicieux? Réponse, certes, la nature de l'entendement n'est pas claire par elle-même, mais elle peut être claire de façon relative. C'est-à-dire que depuis le début, en étudiant l'idée vraie et ses opposés, nous avons mis à jour un certain nombre de propriétés de l'entendement. Il sera donc peut-être possible de remonter de ces propriétés à la définition même. Je cite, mais comme ces propriétés, comme toutes les choses qui viennent de l'entendement, ne peuvent être perçues clairement et distinctement à moins que leur nature ne soit connue, il s'ensuit que si nous appliquons notre attention aux propriétés de l'entendement, que nous comprenons clairement et distinctement, la définition de l'entendement deviendra claire par elle-même. Autrement dit, d'une certaine façon, la définition de l'entendement est implicitement claire dans ses propriétés. Alors on pourrait avoir envie de dire, mais attendez, il y a quelque chose qui ne colle pas. Vous avez dit précédemment qu'il ne faut pas confondre les propriétés, par exemple du cercle, mais aussi toute autre chose, avec sa définition. Et vous avez même dit qu'on ne peut pas remonter d'une propriété à la définition. Or là, vous êtes en train de dire que pour l'entendement, on peut remonter la propriété à la définition. Spinoza ne formule pas l'objection et évidemment n'y répond pas. Il me semble que dans la parenthèse, comme toutes les choses qui viennent de l'entendement, se tiennent à la fois l'objection et sa réfutation. C'est-à-dire que l'entendement constitue un cas particulier, à la différence des autres choses. Dans son cas,
On ne peut pas remonter, certes, des propriétés à la définition, on ne pourrait pas le faire si la définition n'était pas dans les propriétés. Mais dans le cas de l'entendement, sa définition même, son essence même, fonctionne en sorte à nu dans ses propriétés. Donc en énumérant ces propriétés, on pourra rendre lisible une définition qui est en quelque sorte à l'œuvre, à l'état pratique. Donc, on va énumérer les propriétés. Ça va être le code paragraphe 108. 8 propriétés d'entendement. Premièrement, il enveloppe la certitude, c'est-à-dire il sait que les choses sont telles formellement qu'elles sont contenues en lui objectivement. On retrouve encore une fois la distinction du formel de l'objectif, mais ici, au service de la définition de la certitude. Remarquez qu'on l'a déjà trouvé une fois en ce sens-là, le mot certitude. Donc la certitude, c'est le fait de savoir l'adéquation de l'objectif et du formel. Remarquez que ça renvoie à l'extérieur tout processus de doute. Deuxièmement, il perçoit certaines choses, c'est-à-dire il forme certaines idées, les unes absolument, les autres au moyen d'autres idées. Ainsi, il formule la quantité de manière absolue et ne se réfère pas à d'autres pensées. Les idées de mouvement, par contre, il ne les forme pas ainsi, mais il les forme en se référant à l'idée de quantité. On remarque que pour nous montrer la façon dont l'entendement forme des idées, Spinoza recourt une nouvelle fois à des exemples mathématiques, la quantité et le mouvement. Et en fait, pendant tout le processus de l'énumération de ces propriétés d'entendement, il va raisonner sur les exemples mathématiques. C'est encore une fois, c'est cette forme particulière d'être de raison qui se montre la plus adaptée à nous faire connaître ce qu'il en est des êtres réels. Troisièmement, celle qu'il forme absolument exprime l'infinité. Donc la quantité est quelque chose d'infini. C'est quelque chose qui est explicité dans la lettre 12 à Lodewijk-Meyer. Quant aux idées déterminées, c'est-à-dire celles qu'il forme à l'aide d'autres idées, l'idée de quantité elle-même, s'il la perçoit par une cause, il la détermine. Comme quand il perçoit le corps s'engendrant par un mouvement du plan, le plan par celui de la ligne, et enfin la ligne par celui du point. Perception qui ne servent pas à comprendre la quantité, mais seulement à la déterminer. Donc remarquez que quantité vient jouer ici, comme dans la lettre 12, un rôle qui est au fond à peu près équivalent à celui de durée dans son rapport au temps. Il y a entre la quantité et les formes mesurées de la quantité le même rapport qui est entre durée et temps. Le temps détermine la durée, il ne sert pas à la comprendre. Ici, les constructions mathématiques déterminent la quantité, ils ne servent pas à la comprendre. Donc la quantité ou la durée sont de l'ordre du côté de l'infini. Ce qui appert du fait que nous les concevons naissant que sorte de mouvement, alors cependant que nous ne percevons pas le mouvement, à moins que la quantité ne soit perçue. Et que nous pouvons également prolonger l'infini le mouvement qui doit engendrer la ligne, ce que nous ne pourrions aucunement faire si nous ne possédions pas l'idée de la quantité infinie. Quatrièmement, bon, ça je passe, ça va de soi, il forme les idées positives ou négatives. Cinquièmement, il perçoit les choses, non pas tant, alors on trouve là le problème difficile de la réduction de species à eternitatis. Bon, j'aime pas beaucoup durée, en l'occurrence, j'aime pas beaucoup aspect. Parce que l'aspect laisse entendre qu'il y a plusieurs aspects de l'éternité, mais ce n'est pas de ça. Et il ne s'agit pas d'opposer un aspect de l'éternité à un autre, il s'agit d'opposer la durée et l'éternité. Donc, il faut dire, il perçoit les choses non pas tant dans la dimension de la durée que dans la dimension de l'éternité, nombre infini. Ou plutôt, pour la perception des choses, il fait attention ni au nombre ni à la durée, mais lorsque par contre il imagine les choses, il les perçoit sous l'aspect d'un nombre déterminé, d'une quantité, d'une durée déterminée. Donc, on voit ici apparaître une thèse qu'on le retrouvera elliptiquement dans le traité théologico-politique et longuement affirmée dans l'éthique. L'entendement perçoit les choses dans la dimension sous le regard de l'éternité. C'est-à-dire qu'il conçoit les choses en tant qu'elles occupent des places dans des lois éternelles. Alors attention, ça renvoie à toute la difficulté du terme éternité chez Spinoza, ça ne veut pas dire qu'il les perçoit comme perpétuels. Il ne faut pas opposer éternel et éphémère. Il faut comprendre ici species aeternitatis
que lorsque je vois tomber un corps, si c'est mon imagination qui considère les choses, elle considère les choses singulières, changeantes, et l'associe à d'autres choses du même type, par association d'images. Si c'est mon entendement qui la considère, il déchiffre la chute de ce corps à travers les lois mathématiques, physiques de la chute des corps, qui, elles, sont des lois éternelles. C'est ça, regardez, sous Species Aeternitatis. 6. Les idées que nous formons claires et distinctes semblent découler de la seule nécessité de notre nature, d'une façon telle qu'elles semblent étendre absolument notre seule puissance. Bon, ici, notre seule puissance, c'est une explicitation du ex puramente qu'on avait trouvé plus haut. C'est le contraire pour les confuses. En effet, elles se forment souvent contre notre gré. Donc, les idées confuses ne dépendent pas de notre puissance. Elles marquent la puissance d'autre chose à l'intérieur de nous-mêmes. Remarquez que cette expression est déjà plus spinoziste au sens strict, déjà plus consonante au lexique de l'éthique que n'était la précédente qui opposait ex puramente et les mouvements fortuits du corps. Alors qu'en fait, elles veulent dire la même chose. Mais simplement, ici, Spinoza insiste sur le fait qu'à l'intérieur de notre mens, au mouvement fortuit du corps correspondent des idées qui sont, en quelque sorte, extérieures à nous. 7. Les idées des choses que l'entendement forme d'autres idées, l'esprit peut les déterminer de beaucoup de manières. Je saute l'exemple, qui est de nouveau un exemple des mathématiques. Spinoza l'avait d'ailleurs déjà dit un peu plus haut à propos du cercle. 8. Les idées sont autant plus parfaites que la perfection de l'objet qui les exprime est plus grande. En effet, nous n'admirons pas autant l'ouvrier qui a conçu une chapelle que celui qui a conçu un temple magnifique. Bon. On tombe donc ici sur une idée qui est une idée scolastique et cartésienne, l'idée des degrés de perfection. Donc, il y a des degrés de perfection dans les choses. Et évidemment, la chose la plus parfaite est une réalité formelle dont l'essence objective est l'idée la plus parfaite. Ça, c'est pas une nouveauté par rapport à ce qui a été dit autrefois, enfin un peu avant. Ce qui est nouveau, c'est que c'est considéré comme une propriété d'entendement. Alors, si on regarde ces 8 propriétés d'entendement, elles nous expliquent à la fois comment l'entendement produit des idées et quel est le rapport des idées d'entendement aux choses extérieures. Est-ce qu'elles constituent en elles-mêmes, alors comme le dit Rousset à son commentaire, Rousset dit, en ce sens, le traité n'est pas inachevé, puisque, au fond, la somme de ces propriétés forme la définition de l'entendement. Alors, le livre de Rousset contient beaucoup de choses extrêmement intéressantes, mais ça me semble inexact. Parce que ce n'est pas du tout la même chose de dire que la définition de l'entendement est lisible, en quelque sorte, à même ses propriétés, et de dire que la définition est la somme des propriétés. Donc on ne peut pas construire une définition de l'entendement en ajoutant toutes ces propriétés les unes aux autres, comme le fait Bernard Rousset. De fait, il faut bien dire que Spinoza s'arrête à un moment où il a dit on peut déduire la définition d'entendement de ses propriétés, où il a énuméré ses propriétés, et où il ne donne pas la définition. En réalité, on s'arrête avant que la définition soit donnée. Alors, à chacun d'autre de savoir si cet arrêt est contingent, ou si c'est parce que, de fait, il était impossible, malgré ce que Spinoza a dit, de donner ici une définition de l'entendement. On peut essayer de s'approcher d'une définition d'entendement, mais en réalité, elle n'est pas là dans le texte. À ces 8 propriétés, le paragraphe 109 en ajoute, si j'ose dire, une 9e négative, et on se gardera bien de dire que c'est une propriété, puisque ce qui est négatif, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans l'éthique 2. Quant aux autres choses, alors, ces autres choses, Spinoza les appellera dans l'éthique 2 d'autres modes de la mens. Quant aux autres choses qui se rapportent à la pensée, telles que l'amour, la joie, etc., c'est-à-dire les affects, je ne m'y arrête pas, car elles ne concernent pas notre dessein et ne peuvent même pas être conçues à moins que l'entendement ne soit perçu. En effet, la perception étant entièrement supprimée, toutes ces choses le sont aussi. Autrement dit, qu'est-ce que Spinoza est en train de dire ici, rapidement et éthiquement? C'est ce qu'il dira dans Éthique 2.
les affects sont des modalités de l'idée. Il n'y a d'affect que s'il y a idée. Donc il faut d'abord étudier les idées et ensuite les affects. Donc l'amour, la joie, la haine, la colère, la jalousie, etc. sont des modifications de l'idée. Autrement dit, ça ne sert à rien, elles ne servent à rien dans la définition de l'entendement, puisqu'elles sont des objets dérivés. Bon. Le dernier paragraphe insiste sur le caractère négatif des idées fausses et fictions. Je n'y reviens pas. Donc le traité s'arrête ici. Reliqua desiderantur, le reste manque. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce manque du reste? Dans l'histoire de Spinoza, il y a eu plusieurs interprétations possibles. Alors il y a une interprétation toute simple qui donnait la préface de l'œuvre de posthume par Spinoza. Spinoza a toujours voulu terminer ce livre, et il n'a jamais eu le temps de le terminer. Ce qui laisserait penser que ce n'est pas totalement faux, c'est que Spinoza se réfère au traité dans Ascoli de l'éthique, et donc il n'a pas l'air de le considérer comme périmé. Il n'a pas l'air de considérer que c'est totalement faux, que c'est un stade de pensée qui est dépassé. Simplement, il a l'air de considérer que ça n'est plus essentiel dans sa démarche. Pourquoi? Apparemment, alors là c'est la deuxième hypothèse possible, tout en considérant que ce qui est dans le traité est vrai de son point de vue, il semble penser dans l'éthique qu'on peut construire directement une théorie de la production des connaissances, donc cette fois justement de façon affirmative, en expliquant comment se produisent ces différents genres de connaissances, en faisant l'économie de la question de la méthode. En faisant l'économie, mais sans la considérer comme fausse pour autant. Donc ça veut dire que tout ce qui ici restait d'ordre descriptif ou était mis en retrait va dans l'éthique passer au premier plan et va être analysé pour ses propres capacités d'engendrement des idées adéquates. Donc au prochain cours, on va étudier la structure de l'éthique, et notamment les deux premières parties. Ouais, on arrête pour aujourd'hui.